Libérons le réseau, libérons le fret. Je vais appeler Jacques Fernic, Raphaël Doutrebente, Floriane Torchin et Philippe Millet. Bienvenue à tous. Jacques Fernic, vous êtes sénateur, les écologistes du Bas-Rhin. Raphaël Doutrebente, oui, que je vois arriver, président de la commission fret de l'AFRA et président d'Europort. Floriane Torchin, directrice des transports ferroviaires à la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités. Et Philippe Millet, président du groupe Millet. Bienvenue à tous les quatre. Merci de votre présence. Raphaël Doutrebente, je vais commencer avec vous. On l'avait dit l'an dernier quand vous étiez là, 2023 avait été une année difficile pour le fret ferroviaire. Est-ce que les choses s'améliorent? Quels sont les derniers chiffres? Alors, sans remettre en cause le constat qui aurait été fait dans la précédente table ronde, alors je suis un chef d'entreprise pas déprimé du tout. C'est très bien, on a besoin d'optimisme. Ça fait d'ailleurs 9 ans que je suis dans le ferroviaire, ce qui est un record personnel de rester dans un secteur comme celui-là. Alors 2023, il faut le rappeler, ça a été catastrophique. Les grèves chez Réseau, mais à cause de la réforme des retraites. On va quand même dire qu'elle a été mal anticipée, cette réforme des retraites, et en plus on en parle encore, donc j'espère qu'on ne va pas être encore avec des perturbations sur les mois et les années qui viennent. On a eu la Maurienne, l'effondrement de la Maurienne au mois d'août de mémoire 2023, et avec des difficultés de remise en ordre, puisqu'aujourd'hui la date de reprise est un peu reportée. On a eu un manque de prise en compte des autorités publiques sur l'avantage du ferroviaire par rapport aux routiers, puisqu'on a peur de fâcher, Franck parlait des électeurs, mais on a peur aussi de fâcher des routiers. Et on sait que des routiers, surtout sur l'A1, dans le nord pour aller sur Lille, il y en a beaucoup. Donc s'ils bloquent les péages, ce sera plus embêtant que de bloquer Valenton, comme ça avait été à un moment évoqué par un de mes confrères que je ne nommerai pas, mais qui était un ras-le-bol de dire qu'est-ce que fait l'État. Alors 2024, heureusement, alors il y a toujours des petites grèves. On est dans une entreprise publique et SNCF Réseau a géré des petites grèves perlées qui nous posent des soucis réguliers. Avec quand même des progrès réalisés, puisqu'il y a eu une mise en place je dirais, me permettre de parler de rustine, pour pallier à ces grèves. Alors, on ne sait plus les grèves de 2023, parce que j'ai oublié de dire qu'en 2023, il y avait eu des grèves sur Paris-Nord, qui avaient été absolument insupportables pour tout le monde, et même pour Réseau. Voilà, donc c'est plus le même ordre, mais ça continue à nous poser des problèmes. Ce que l'on voit quand même, c'est que sur le premier semestre 2024, par rapport à 2023, la statistique montre qu'on est à plus 9% dans le fret, et qui se divise avec, de mémoire, 13% pour le combiné, malgré la Maurienne, 5% pour le conventionnel. Alexandre Gallo a noté qu'il y avait quand même des opérateurs de conventionnel dans cette salle, c'est bien. Et également sur les travaux, puisque c'est quand même plus 30%. Donc on voit quand même un certain nombre de changements. Faut voir les choses qui avancent, faut voir les travaux aussi qu'on a engagés avec 4F, avec Réseau, notamment sur les travaux Ulysse. Christian Bernard en a parlé tout à l'heure, il participe aux travaux avec son expertise et ça permet d'avoir une meilleure planification des travaux. Avant, les travaux nous étaient imposés et ne tenaient pas compte de nos trafics. Voilà, donc on progresse. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que ça aille encore plus vite, mais au moins, il y a un chemin qui a été fait. Et puis on voit que les perspectives du fret, alors il y a un rapport Mencia qui a été remis pour la UTF et pour l'UTP-F, maintenant il y a un F à l'UTP, et qui montre qu'il y a des perspectives importantes. Alors on pourrait critiquer le référentiel en disant que le référentiel 2015-2019 sur certains segments est un peu exagéré, mais il n'empêche qu'on voit que si le réseau est là, et on revient toujours au réseau, parce que c'est quand même le sujet sensible. Si le réseau est là, on a des clients, parce que encore une fois, on ne parle pas des clients, mais si Rémi Crochet en a parlé. Mais en fait, les clients sont là. On n'a pas envie de faire tourner des trains pour s'amuser. Ça coûte cher. Donc ce qu'on veut, c'est que les trains soient remplis et qu'il y ait une vraie demande. Et les clients sont là.
Donc on voit quand même qu'on est sur la bonne pente. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les efforts qui sont faits, mais on est sur la bonne pente. Floriane Torchin, Raphaël à l'instant parlait du manque de prise en compte du ferroviaire. Il y a eu une prise de conscience de la nécessité d'agir, prise de conscience des pouvoirs publics. Je n'ai pas entendu Raphaël dire qu'il y avait une manque de prise en compte du ferroviaire. Et d'ailleurs, j'aurais été en désaccord, donc ça tombe bien que ça n'ait pas été mentionné. Ça fait quand même quelques années qu'on travaille effectivement conjointement, que ce soit avec SNCF Réseau, avec les opérateurs. Raphaël mentionnait les travaux Ulysse Fret. Ah oui, pardon. Précédemment, il y avait la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire qui a vraiment été faite ensemble. En fait, ce n'est pas une stratégie de l'État, c'est vraiment une stratégie initiée, plutôt d'ailleurs sur la base d'une initiative des opérateurs qui avaient dit à l'époque, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on définisse ensemble les actions à mener. Et on a établi cette feuille de route, on essaye de la mettre en œuvre collectivement, on avance bien. Donc c'est sûr qu'il y a des difficultés conjoncturelles. Enfin, je pense qu'on le rappelait avec les chiffres de 2023. 2023 n'a pas été une bonne année, mais ça n'a pas été une bonne année de manière générale aussi sur l'ensemble des modes de transport. Il faut comparer. Ça a été une très mauvaise année pour le transport routier aussi, qui est le principal concurrent. Donc c'est sûr qu'il y a des difficultés conjoncturelles qui sont liées d'abord et avant tout à la situation économique. Mais il ne faut pas relâcher nos efforts sur l'amélioration de l'offre, on va dire. Et ça, on mène beaucoup d'actions. Je pense qu'on va y revenir dans la suite de la table ronde. Oui, Jacques Fernic, quels sont justement, selon vous, les principaux obstacles au développement du fret ferroviaire en France aujourd'hui ? Alors, depuis que je m'implique dans la vie publique, depuis les années 80, chaque plan pour le fret ferroviaire qui a été annoncé, il y en a eu, s'est traduit en réalité par la poursuite de la dégringolade, à l'exception effectivement de la progression effective autour de 2021, remise en cause, on vient de le dire, en 23, mais Raphaël Doutrebente vient de nous dire les perspectives s'éclaircissent. On a donc des freins, des obstacles qui sont très sérieux. Je crois que pour bien les identifier, il faut élargir la focale en européen. Les pays où la part modale du fret ferroviaire se situe entre 20 et 30% sont ceux où les efforts sur l'infrastructure et le soutien direct au train sont les plus significatifs, et ceux, et c'est très important, où il y a un effort déterminant, je dirais, de rééquilibrage compétitif entre la route et le rail. On le sait, le monde routier ne paie guère ce qu'on appelle ses externalités négatives. Alors, le mode routier, il est souple, il est pratique, il a une bonne part de pertinence, même si on atteignait nos rêves les plus fous de 25%, je dis n'importe quoi, de part modale pour le ferroviaire, reste que 75% serait assuré, je saute le fluvial, mais grande partie, on aurait une grande partie qui serait assurée par le routier. Donc, dégradation des routes, nuisances, engorgement, gâchis énergétique, accidentalité, pollution, contribution forte à l'effet de serre. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des externalités négatives. Donc, ça veut dire que le pollueur n'est largement pas le payeur et ça creuse l'écart de compétitivité avec le rail. Moi, je suis alsacien, je suis du Grand Est et donc je mesure bien la différence avec nos voisins européens. On manque en France d'une volonté franche d'augmenter sensiblement les prélèvements sur le transport routier. On ne fait pas les choses en matière d'application de la directive Eurovignette, on en reste au minimum. On actionne peu le système d'échange de quotas d'émissions ETS, et les recettes ne sont pas fléchées là où ça serait intéressant pour la transition des transports. Et le levier TICPE, on sait ce qu'il en est. Alors il y a d'autres obstacles qui résultent de ce déséquilibre. Alors SNCF Réseau, tout à l'heure, je crois que c'est Franck Dersin qui parlait du sort de Saint-Mathieu. Alors j'ai vérifié, ça s'est très mal effectivement terminé pour lui. Lapidé, et alors on ne sait pas trop s'il a été finalement décapité ou brûlé vif. Bon, c'est pas très agréable. Donc, insuffisante capacité de l'infrastructure ferroviaire, on l'a dit. Je crois que c'est un quart des demandes de flux en fret qui ne sont pas satisfaits. On a quand même la tendance lourde d'un déficit de la qualité de service qui privilégie le voyageur sur le fret. Je crois que c'est l'ART qui le dit,
que la moitié des sillons fret sont en fait tracés dans le résiduel, c'est-à-dire une fois que tous les autres sillons sont en place. Et puis la pénalisation, on l'a dit, des travaux réalisés de nuit. Alors j'entends M. Chavanel tout à l'heure qui nous assure que le gestionnaire d'infrastructure fait des efforts pour sortir de ces tendances lourdes. Et puis on pourrait aussi citer comme obstacle le déficit d'organisation avec notamment la complémentarité. Je parlais tout à l'heure de 75-25%. Pour y arriver, il faut une bonne complémentarité entre le routier et le ferroviaire. Et c'est encore mal exploité, cette potentialité, c'est sûr. Alors, on parlera après justement des solutions pour essayer de libérer le marché, le rendre plus compétitif. D'abord, Philippe Millet, vous faites un constat assez sévère de la situation. Il y a quelques mois, vous aviez adressé un mail aux acteurs du secteur qui était intitulé « Descente aux enfers du fret ferroviaire ». Alors, si on entend Raphaël, les choses s'améliorent, la situation s'éclaircit. Est-ce que c'est le constat que vous faites vous aussi? Alors, merci de me donner la parole, ou plutôt d'avoir osé me donner la parole, car je sais que je ne suis pas apprécié par tout le monde. À la table ronde d'avant, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une information disant que le coût du sillon du voyageur représentait 40%, et que les entreprises ferroviaires transportant des voyageurs gagnaient beaucoup d'argent, à tel point qu'ils font une donation de 500 millions d'euros à Réseau, alors que les entreprises du fret ferroviaire payent le sillon, représente 5% de leurs coûts, elles sont toutes en déficit, pour ne pas dire proche de la faillite. C'est tout de même assez surprenant quand on analyse ce point. En ce qui concerne les chiffres, effectivement, tout le monde pourra parler de chiffres dans tous les sens. Et ce qui est vraiment très surprenant, c'est que je suis tous ces tables rondes depuis 35 ans. Tout le monde se gargarise que ça ne va pas bien, mais ça va aller beaucoup mieux. On se souvient tous du discours de Jean-Claude Guessot qui annonçait 50 milliards de tonnes kilomètres et qu'il allait le doubler. Et quand on lui pose la question « Comment allez-vous le doubler ?», il m'a répondu « C'est le problème du ressort, plus on le comprime, plus il monte haut ». Et bien sûr, nous sommes bien sûr descendus en nombre de tonnes kilomètres entre-temps. De source de l'ART, qui est quand même une source assez fiable, en 2000, il y avait 55 milliards de tonnes kilomètres en France. En 2023, nous avons 29 milliards, c'est-à-dire une division par 2. En revanche, l'Allemagne, durant cette même période, est passée de 84 à 139. Quant à elle, elle a doublé par 2. Donc, nous avons l'intention de doubler, mais nous continuons à perdre des parts de marché. 22% de baisse de parts de marché en 2 ans. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe à un niveau assez impressionnant, et ce qui prouve que le vrai coût de cette descente aux enfers provient essentiellement du réseau. Le réseau où tous les acteurs sont particulièrement malmenés. On n'a pas d'informations. Les trains sont arrêtés le matin. Je disais tout à l'heure que le coût d'un sillon est d'environ 5% du coût d'un transport. Sur un transport à 40 000 euros, le sillon coûte grosso modo 2 000 euros. Le matin, quand on vous appelle pour dire « votre sillon est supprimé », l'entreprise ferroviaire a perdu ses 40 000 euros parce qu'elle a mis la machine, elle a mis les wagons, elle a mis les bonhommes. Le seul gain qu'elle va avoir, c'est d'économiser le gasoil. Donc, c'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire que non seulement on perd ce sillon avec ce transport, mais on perd certainement le sillon d'après, parce que forcément, le train qui devait aller là repart ailleurs, et ainsi de suite. On en perd 2 ou 3 derrière. C'est ça la catastrophe. Il faut absolument que Réseau fasse payer son fret, son sillon beaucoup plus cher, et qu'en contrepartie, Réseau soit redevable avec des amendes lorsqu'elles retirent les sillons, lorsqu'elles annulent le matin, la veille, l'avant-veille, etc., avec une dégressivité. Ça serait quelque chose d'important. Le nombre de sillons qui sont arrêtés, c'est une catastrophe. Le nombre de sillons arrêtés pour des questions de température, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop froid, on rêve. Hein. Nous sommes dans un monde, nous avons une entreprise de réparation de wagons. Allez, 3 mois par an, nous sommes arrêtés parce qu'il fait trop chaud. Donc, nous sommes dans le centre de la France, près d'Orléans, une zone que tout le monde connaît bien. Nous avons une entreprise de construction de wagons. C'est quand même pas courant. Il n'y a pas grand monde qui a une construction de wagons. Ben là, la semaine dernière, on nous a fermé la gare de Douai, dans le Nord. Hein, une belle gare. Nous sommes en plein milieu du triage de la gare de Douai. On nous a fermé parce qu'il n'y a plus d'agents. Pendant 10 jours, on nous ferme la gare de Douai. Donc, tout ça, ce sont des catastrophes qui font qu'on perd complètement. Le fret est en train de partir à la concurrence routière. Arrêtons de subventionner, mettons des sillons plus chers et faisons payer à chaque fois que Réseau n'assumera pas son devoir de nous informer combien de fois les trains sont arrêtés
parce qu'il y a un manque de sillons sur des travaux qui sont connus 6 mois à l'avance. Alors, Notre conducteur... Alors, oui. on va les faire. Je vois que tout le monde prend des notes pour vous répondre. Alors, non, je vous redonnerai la parole, Philippe Millet, dans un instant. Mais je vois que Florian Torchin prenait des notes, Jacques Fernic aussi. Donc, j'aimerais quand même entendre la réaction aux propos de Philippe Millet. Florian. Oui, alors d'abord sur les chiffres, alors moi je n'ai pas moins 22% en 2 ans et heureusement, effectivement, 2023 ça a été une mauvaise année, on était à peu près 10% en dessous de 2019, mais sur les années précédentes, Jacques Fernic le rappelait, on avait quand même réussi à arrêter la tendance à la baisse, qui est réelle depuis 2000, et ça je crois qu'on en est tous parfaitement d'accord, et voire plutôt un petit peu réaugmenter. Donc espérons que la phase économique difficile qu'on vit actuellement prenne fin et qu'on puisse retrouver une croissance. Mais heureusement, pour moi, les statistiques, on n'est pas à moins 22% sur 2 ans, même si on a eu clairement une baisse. Sur la question des aides à l'exploitation, puisque vous le mentionniez, effectivement, on verse de l'ordre de 330 millions d'euros par an d'aide à l'exploitation au fret ferroviaire, donc ce qui est énorme. J'entends effectivement la proposition de les supprimer. Je ne suis pas totalement sûre que ça soit consensuel parmi les acteurs. Notre sentiment, c'est qu'actuellement, on a quand même besoin pour maintenir le fret ferroviaire tel qu'il existe. Alors, c'est peut-être une solution de court terme, peut-être qu'on peut espérer à un monde de demain où on n'en aurait plus besoin, mais en tout cas, nous, côté DGITM, on cherche plutôt à se battre pour les maintenir, voire les augmenter, parce que ce serait une catastrophe encore plus grande de perdre tous les trafics qui sont aujourd'hui sur le réseau. Voilà, peut-être en première réaction. Raphaël, une réaction également? Je connais Philippe depuis un moment, on travaille ensemble, donc je suis content qu'il fabrique encore des wagons et qu'il continue à les faire en respectant les normes de sécurité, donc j'en suis ravi. Je ne peux pas laisser dire qu'il faut supprimer les subventions. Voilà. Après, s'il y a des entreprises ferroviaires qui perdent de l'argent, elles se sont mises dans des situations où elles ont tout fait pour perdre de l'argent. Elles n'ont pas réduit leur coût de structure, elles se sont alignées sur les prix du camion, et encore, et on en parlait il y a quelques jours, notamment avec toi quand on s'est vu à Innotrans, que certains continuent à casser le marché en faisant des moins 20, donc c'est-à-dire que moins 20%, c'est-à-dire qu'ils réalisent des trains en dessous de leur coût de revient. Ça, c'est pas normal. D'ailleurs, ça a coûté cher à Fret SNCF, cette affaire. Donc, à un moment, il faut faire attention aux propos que l'on dit. Moi, je défends le fret ferroviaire parce qu'il y a des clients, sérieux, parce qu'il y a aussi, et si on gagne de l'argent dans le fret ferroviaire, parce que certains en gagnent, moi j'en gagne, j'ai récupéré une boîte qui était exsangue, voilà, et je pense à des investissements. Mathieu a cité Patrick Jeantet et la FIF. Heureusement qu'on gagne de l'argent pour investir derrière. Parce qu'aujourd'hui, louer ou acheter une locomotive, ça coûte de plus en plus cher. Et puis, le Covid a été un prétexte pour augmenter un certain nombre de coûts. Et aujourd'hui, on voit bien que les constructeurs de locomotives n'ont même pas des prix garantis sur les pièces détachées, sur un contrat qu'ils pourraient signer pour réaliser des nouvelles locomotives. Donc voilà ce que j'ai à compléter et à dire. Je dis attention, ne tenons pas des propos qui dépassent la pensée, parce que les aides à l'exploitation, comme l'a indiqué Florian Torchin, c'est pour aider le secteur, c'est pas pour se mettre l'argent dans la poche. Jacques Fernic. Oui, j'entends combien Philippe Millet est excédé, mais excédé, c'est un mot de la même famille qu'excessif. J'avoue que j'ai de la peine à comprendre comment on pourrait faciliter l'essor du fret ferroviaire en tranchant dans les aides à l'exploitation et en rendant le sillon plus cher. Moi, je crois, oui, c'est dur, oui, il y a des blocages, oui, il y a des comportements qui sont contre-productifs. Ceci dit, je pense qu'avec de la détermination, de l'organisation et de la constance, il y a une voie pour le report modal, d'autant qu'on a un accélérateur dont tout le monde n'a pas encore pris conscience, c'est la nécessité de la décarbonation. Une décarbonation indispensable, massive, qui favorisera la rail. Alors, Jacques Fernic, je vous laisse la parole. Vous parliez tout à l'heure de faire payer davantage la route. Ça fait partie des solutions, selon vous, pour libérer ce marché, le rendre plus compétitif? Pour rendre le fret ferroviaire plus compétitif, il s'agit, je crois, dans la période dans laquelle on est aujourd'hui, de faire en sorte que ce qu'on a appelé la nouvelle donne ferroviaire, j'entends Franck qui faisait déjà son deuil des 100 milliards, il s'agit de faire en sorte que ça ne retombe pas comme un soufflet dans le contexte budgétaire contraint qu'on a aujourd'hui.
Hein, la déclaration de politique générale qu'on a entendue récemment n'a pas été spécialement claire là-dessus. Et donc, notre travail, nous, de parlementaires, et Franck, comme moi, comme Olivier, ça sera de veiller à ce que les rabots budgétaires ne compromettent pas ces engagements. Moi, je crois aussi, je l'ai dit tout à l'heure à propos des obstacles et la différence avec d'autres voisins européens, en l'éco-contribution poids lourd. Hein, nous, en Alsace, c'était au cœur du débat hier, parce qu'on avait la protestation convenue des transporteurs. On les comprend de leur point de vue. Hein. C'est un changement important. Mais il est essentiel qu'on se mette en phase avec les bonnes pratiques issues, le nouveau contexte issu maintenant depuis 2005 par la mise en place de la LKW en Allemagne et encore avant pour la redevance poids lourd prestation, RPLP, pour les Suisses. Je crois qu'il faut harmoniser au plan européen l'ensemble des taxes poids lourds. Ça permet à l'Allemagne, et elle a du boulot dans la matière, de pouvoir financer l'effort considérable d'entretien et de régénération qu'elle a à faire. Et ils n'en sont pas sortis. Ça permet, je parlais des Suisses, d'avoir vraiment une eurovignette plus, même si elle n'est pas tenue par la directive européenne, qui lui permet de financer et directement flécher sur le rail. Il y a aussi donc, le Sénat, la majorité sénatoriale d'ailleurs, avait soulevé cette possibilité-là l'an dernier au débat budgétaire de flécher une part des produits des mises aux enchères des quotas carbone. On peut avancer là-dessus. Je crois que c'est une des possibilités. Dégager ces recettes, hein, tu disais, Franck, libérer le pognon, c'est permettre l'investissement massif nécessaire pour un réseau plus circulé, la modernisation CCR, ERTMS, etc., avec du matériel roulant qui soit adapté. Et donc, il est important que le contrat de performance réseau soit effectivement, il soit adossé une véritable programmation pluriannuelle des investissements avec des actualisations régulières pour améliorer la lisibilité, les perspectives. Voilà. Et donc, c'est très important, ces efforts d'investissement, surtout que ça a déjà été dit, la nécessité de l'essor du voyageur pour le ferroviaire avec les chantiers des Sermes. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment du fret. On a des parties du réseau qui risquent dans les années à venir d'arriver à saturation. Moi, je le vois pour la plaine d'Alsace. On a les sillons lorrains. Donc, c'est vraiment essentiel que là-dessus, cette nouvelle donne ferroviaire, ça ne retombe pas comme un soufflet. Voilà, on continue le tour de table sur plutôt les solutions. Philippe Millet, on vous entend. Je voudrais entendre Florian et Raphaël. Et puis après, on entendra une petite vidéo. Merci pour toutes ces informations. Je note tout de même que l'Alsace est l'une des rares régions de France qui a des autoroutes gratuites pour favoriser le transport routier. Donc il y a du travail à faire d'abord en Alsace. Forcément, on m'y a poussé. Ceci dit, tout à l'heure, quand je demandais l'augmentation du coût du sillon, qu'on ne se méprenne pas, c'est juste qu'il y ait une contrepartie, un devoir en face, que le réseau soit dans l'obligation de répondre aux demandes des acteurs que je suis, mais que tout le monde autour de la salle et que tous les acteurs ont besoin. Lorsque vous avez des trains d'arrêter, c'est une catastrophe pour toute la filière, quelle qu'elle soit. Donc c'est un point important à rappeler. Ce n'est pas pour supprimer ou pour augmenter le prix, c'est pour qu'il soit mieux attribué et distribué au même titre que les aides à la pince, qu'il soit distribué dans des endroits où il y a plus de besoins que là où il est utilisé aujourd'hui. Voilà. Pour cette question, maintenant... Raphaël et Florian, sur ces solutions pour libérer ce marché, le rendre plus compétitif. Raphaël Doutrebente, pour vous, la priorité, ou Florian, pardon, allez-y, quelle est la priorité ? Alors, il y a un sujet qui a été pas mal évoqué, alors plutôt sous l'angle de la fiabilité, mais il y a aussi le sujet de la planification qui sont les sillons, effectivement. Il y a quand même un élément nouveau dans le paysage qui est le règlement européen RTET, qui est en vigueur depuis le 18 juillet 2024, qui prévoit, alors il n'est pas super facile à lire, mais il prévoit quand même l'obligation d'accorder jusqu'à 1 ou 2, selon les axes, sillons par heure pour le fret,
sur toutes les lignes structurantes qui figurent dans le RTT. C'est quand même quelque chose de nouveau dont il faut qu'on tire les conséquences dans la planification au niveau français. Et c'est bien le travail qui est en cours dans les planifications à 5 ans, les fameux plans d'exploitation de référence, pour ceux qui aiment ce jargon. Ça, typiquement, pour moi, c'est un élément vraiment nouveau. On ne faisait pas ça il y a 5 ans, on ne faisait pas ça il y a 10 ans, de planifier des sillons pour le fret de manière récurrente. Et là, l'Europe nous y pousse d'autant plus. Donc, je crois qu'on a quand même cette perspective de libération du fret qui est plutôt positive et sur laquelle il y a un travail vraiment qui fonctionne bien. Et ça prend du temps à planifier, c'est évidemment pas simple. Mais ce travail s'est bien enclenché entre SNCF Réseau, les demandeurs de capacité et l'État qui contribue à cette réflexion. Peut-être le deuxième volet qu'on a évoqué par les besoins de financement, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait déjà aujourd'hui en termes d'investissement ? Ces dernières années, on a financé des investissements qui sont vraiment spécifiques pour le fret ferroviaire. On a financé, j'ai renoté les chiffres, en 2024, on a mis en place 116 millions d'euros pour améliorer les tri à la gravité. Ça, clairement, ça ne sert qu'au fret, c'est quand même très conséquent, et d'ailleurs, on a même eu une aide européenne pour ça. On finance tous les ans à peu près 30 millions d'euros d'aide pour les voies de service, etc. Donc il y a des investissements qui se font. Il en faut encore d'autres. La table ronde précédente mentionnait le sujet des terminaux de transport combiné. Il y a eu un travail collectif qui a été fait pour identifier les besoins. Maintenant, les choses sont posées sur la table et sont claires. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui était dit avant. Il faut passer à l'action, même si on a déjà fait des choses. Il y a des travaux d'augmentation du terminal de Vénissieux. Il y a un petit terminal qui est en construction du côté d'Orléans. Mais clairement, ces terminaux qui sont identifiés dans ce travail, il faut qu'on les agrandisse, qu'on les fasse, qu'on les rénove. Raphaël Doutre-Bande. Sans répéter ce qui vient d'être dit, je pense que ce qui est important, c'est la planification des travaux. C'est vraiment notre souci. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre des travaux Ulysse, il y a un gros travail qui est réalisé. Mais pour le day-to-day, c'est vraiment notre point noir. Ça a été dit tout à l'heure par Mathieu. Réaliser des travaux de jour, ça pénalise le passager, ça pénalise les électeurs, pour reprendre l'expression de Franck. Mais j'ai envie de dire, c'est pour le bien commun. Et n'oublions pas quand même que pendant le Covid, s'il n'y avait pas eu de train de fret, il n'y aurait pas eu grand-chose dans les supermarchés où on avait le droit d'aller quelques heures par jour. Voilà. Merci. Avant de passer aux questions, nous voulions vous dire un mot du programme REMOV, dont l'AFRA est un partenaire. Alors, c'est un programme qui vise à contribuer à faire du transport de marchandises un mode plus durable et écologique. Bernard Gustin, le président du groupe Lineas, opérateur de fret, membre de l'AFRA, explique pourquoi son groupe a rejoint le dispositif, notamment dans son volet LOCTE, avec des actions visant à réduire la consommation énergétique et les gaz à effet de serre. On l'écoute tout de suite. Je suis très très content de me joindre à l'initiative des équipes locales françaises qui ont décidé de rejoindre le projet LOCTI. Nous sommes un des premiers à faire cela, car pour nous, la réduction des émissions de CO2 de l'INEAS est extrêmement importante. Ce n'est pas parce que nous sommes une société ferroviaire que nous devons nous dire nous sommes bien meilleurs que les alternatives. Nous devons également veiller à réduire nos émissions de CO2. Et cela cadre parfaitement avec la stratégie de l'INEAS, puisque l'INEAS est ce qu'on appelle en anglais une société SBTI compliant, donc nous respectons les accords de Paris et nous avons la volonté de réduire nos émissions de CO2 avec une série d'initiatives d'ici à l'échéance 2030. Alors, à côté de cela, il y a une autre initiative qui est très importante, c'est l'initiative REMO, qui vise à avoir un report modal vers le rail. Le rail est la solution la plus évidente. Je vous rappelle qu'un train, c'est 50 camions qui sont retirés de la route. C'est également 8 fois moins de CO2 et 6 fois moins d'énergie consommée. Quand on sait l'importance que ces deux sujets ont aujourd'hui, cela me semble évident qu'il faut aller vers le rail, qui est un modèle dont le business model existe, qui technologiquement fonctionne. Mais je dois vous avouer que je suis inquiet. Je suis inquiet parce qu'aujourd'hui, je vois que le report modal vers le rail n'a pas lieu. Au contraire, ça va même dans l'autre direction, malgré des initiatives telles que RIMO. Voilà, on va prendre à présent une ou deux questions sur cette deuxième table ronde. Libérons le fret. Est-ce qu'il y a... Alors, je vois que là, il y a une question. Oui, bonjour, Laurent Charlier, la lettre ferroviaire. J'avais une question, alors peut-être un peu précise et technique, et qui fait le lien entre la première et la deuxième table ronde. On a parlé de planification des travaux. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est les travaux avec voies contiguës circulées. C'est quelque chose qui se faisait.
Je me souviens, parce que je suis beaucoup de chantiers depuis de nombreuses années, et j'ai en tête une date de 2007 où ça se faisait avec des moyens modernes de surveillance. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à faire ce genre de choses. Un surcoût, ok, mais est-ce que ce surcoût, comparé aux voyageurs qui vont se détourner du train ou aux fret qui ne trouvent pas forcément d'itinéraire alternatif, pourquoi on n'arrive pas à faire ce genre de pratique? Je ne sais pas pourquoi, mais je me lève pour répondre à cette question. Sauf si quelqu'un à la tribune souhaitait apporter une réponse. Il y a plusieurs... alors d'abord, ce n'est pas une pratique qui n'existe plus. Il y a encore des chantiers qui se font dans ces conditions-là. Je prends un exemple. En 2026, dans les travaux sur Paris-Limoges, on fera bien les chantiers dans ces conditions-là. Il y a deux limites à ça, hein. Il y a une limite de sécurité. Ça nécessite en matière de... Il y a beaucoup de pays qui ont interdit cette pratique pour des questions de sécurité du personnel. Il y a des moyens pour y pallier, mais quand même dans une approche de sécurité, il faut faire attention. Et la deuxième limite, c'est celle que vous citez. Il y a une question de coût. Faire des travaux avec voie contiguë circulée, c'est en gros 15% plus cher. Donc à budget constant, ça veut dire que si on fait tous les travaux comme ça, on rénove 15% de réseau en moins chaque année. Dans des conditions dans lesquelles on sait qu'on est déjà aujourd'hui à 3 milliards alors qu'on devrait être à 4,5 milliards de rénovation. Donc bien sûr, c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait des travaux qui pénalisent les entreprises ferroviaires, mais nécessairement, si on fait des travaux dans des conditions plus coûteuses, c'est pareil, si on fait des travaux plus courts, sur des plages de temps plus courtes, là aussi, ça coûte plus cher et là aussi, on fait moins de travaux. J'étais, il y a une quinzaine de jours, avec mon homologue suisse. Il ne faut jamais déjeuner avec son homologue suisse quand on est patron du réseau parce que c'est un petit côté démoralisant. Ces travaux au kilomètre de voie refaite lui coûtent 2 fois plus cher que moi. Mais parce qu'il a un budget qui est au kilomètre de réseau 6 à 7 fois plus élevé que le mien. Mais ces travaux lui coûtent 2 fois plus cher. Et donc, effectivement, il fait des travaux sur des périodes plus courtes, il privilégie l'exploitation. Mais ça lui coûte 2 fois plus cher. Moi, si je faisais des travaux qui me coûtent 2 fois plus cher, je ne serais pas à 50% en dessous du besoin, je serais à un tiers du besoin. Voilà. Donc voilà, c'est cet équilibre-là qu'on essaye en permanence de construire. Rapidement, est-ce qu'il y a une deuxième question ? Pas de question. Écoutez, je vous remercie. Merci à tous les 4